Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 30e, 35e live. On ne les compte plus. Live en compagnie des membres fondateurs d'un projet que vous avez peut-être déjà, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui s'appelle SonarWatch, qui est un yield watcher sur la blockchain Solana. Donc, je suis très heureux de vous avoir ici, Guillaume et Olivier. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Merci. Très bien. On est ravis. Merci pour l'invite. Super, super. Donc, c'est assez atypique de vous avoir sur une émission qui va être consacrée aux récentes annonces d'Avalanche. Aujourd'hui, si on est réunis, c'est pour parler du nouveau programme d'incentivisation de soutien communautaire en fait engagé par Polychain et Free Arrows Capital. Quoi de mieux que des développeurs de projets sur Solana pour nous en parler. Donc voilà, merci à tous pour votre présence et on va prendre une minute de plus pour attendre que certains s'installent, se mettent bien, s'installent confortablement et on va attaquer tout ça. Moi, je suis très content de faire votre connaissance et d'en apprendre un peu plus sur l'écosystème Solana. Et évidemment, je suis disponible, Samy, pour parler d'Avalanche quand tu veux, parce que tu sais, moi, c'est toujours un plaisir. mais si je peux mieux connaître l'écosystème Solana à travers donc des gens qui surveillent cet écosystème grâce à vos outils informatiques, j'en serais ravi. On est un peu trempé dedans, ouais, c'est vrai. Un tout petit peu. Ouais, peut-être même trop, parce que parfois on a... Bah, tu vois, même à Avalanche, je me suis pas énormément intéressé plus que ça. Donc parfois on est tellement plongé dedans qu'en fait, quand tu vas loin dans les choses, tu peux ne jamais t'arrêter, quoi. Mais il faut que vous profitiez des jours de pause de la blockchain de Solana pour vous intéresser aux autres projets, tu vois. C'est l'avantage avec les blockchains qui partent en vacances. Ça laisse le temps d'observer les autres projets. On aurait pu en profiter hier, du coup. Ou avant-hier, voilà, plutôt avant-hier. C'est l'occasion. Au moins, tu n'as pas trop à te préoccuper de l'application que vous faites tourner. Et voilà. J'ai même pas suivi tous les tenants et aboutissants. Enfin, il y a une cause particulière à ce drop. J'ai même pas trop suivi, en fait. Non, je sais pas moi non plus. On va demander à Samy parce qu'il est, par définition, il doit savoir. Quelques mots-clés sur Is Solana down yet, je sais pas quoi. Je crois qu'il y a une application qui a planté. Enfin bref, il y a eu un spam de 400 000 transactions. Enfin, ouais, c'est ça. Il y a eu un truc récurrent. Je crois qu'il y a quelque chose en fait qui a engagé énormément d'instances de transactions. Au bout d'un moment, le throughput de la blockchain n'était plus suffisant et ça s'est fini par un shutdown complet du réseau du réseau. Et je crois que c'était le débit mesuré, c'était 400 000 transactions par seconde. Ouais. Alors après, on ne sait pas exactement ce que c'est, quelle était la nature des transactions, la lourdeur de celles-ci, parce que sur Solana, on compte les messages de consensus, par exemple, comme des transactions. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quelque chose il y a eu une dysfonction. C'était pas un déni de service qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'instances de transactions qui ont été engagées et le réseau n'a pas pu tenir. Et la première reproche que par exemple, certains bitcoiners sont venus faire sur les réseaux, finalement, qui a un peu de sens, c'est un réseau distribué digne de ce nom doit avoir un mécanisme de prévention ou de défense contre des attaques par déni de service. Parce qu'il est vrai que les transactions sur Solana ne sont pas très chères, mais il n'y a pas tant d'intérêt que ça à faire un déni de service. Je crois que c'est de l'ordre de 1 millième de centime ou un truc comme ça. Il y a même une application Break Solana qui existe. Ouais. Mais là, je pense qu'elles ont été... parce que quand on envoie une transaction, on passe par un ERPC, etc. Je pense pas, on ne peut pas en envoyer 10 000 et saturer le réseau en étant un simple individu. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'inhérent à une application ou quelque chose qui avait une autre forme. Enfin bref, ça a planté le réseau, c'est très mal passé. Mais le réseau est toujours en bêta. Oui, c'est vrai. C'est mainnet bêta. Ouais. On ne peut pas les critiquer tant que ça reste en bêta et que même si ça continue à casser, ce n'est qu'une bêta. Donc, Non, mais plein de réseaux en fait distribués de classe A ont eu des crashs similaires. On peut penser au crash de la C-Chain sur Avalanche, dont je plaisantais avec Avalanche au début. Mais quand ils avaient lancé leur chain smart contract avec Pangolin, etc., c'est très mal passé. Je crois que toi, Benoît, tu as envoyé des AVAX qui sont restés coincés dans le... Alors, ils sont revenus, ils ont réapparu, ils se sont rematérialisés, mais pendant un certain temps, mes AVAX étaient dans un état quantique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quelle chaîne ils étaient, étaient-ils arrivés, étaient-ils partis. En fait, je n'y avais plus accès, mais justement parce que je faisais partie des gens qui avaient voulu tester Pangolin et tout le monde avait voulu le faire en même temps, et il y avait eu un bug extrêmement rare que nous avions eu la chance de faire apparaître comme un NFT, tu vois, et qui avait tout cassé. Et c'était sympa. C'est sympa. Après, l'avantage, tu vois, d'une blockchain qui tombe en panne, c'est que du coup, tous les gens qui ont des coins dessus peuvent pas les dump.
Donc, du coup, c'est pratique, hein, tu vois. Ça permet. Voilà. Alors. Parce qu'en plus, ouais, le crash a eu lieu juste avant la sortie du token Grape. Grape. Et donc, ouais, au début, je pensais que c'était lié à ça. Peut-être que c'est lié à ça, des gens qui ont peut-être. Pendant la IDO de Parrot aussi. Ouais, ils n'ont pas été très contents non plus. Ah, alors attends, parce que moi, justement, l'IDO de Parrot, donc, bon, mais de toute façon, vous allez pouvoir nous parler de projet, mais Grape, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Grape, en gros, c'est un serveur Discord sur lequel, en fait, ils essayent de regrouper toute la communauté Solana dessus. Et donc, si je n'ai pas lu les tokenomics en profond dans les détails, mais en gros, donc si j'ai bien compris, quand tu stacks un certain nombre de tokens, tu as accès à certains channels privilégiés. Et du coup, ils essayent de faire des activités en rapport avec l'écosystème Solana. Je suppose des pump and dump. On ne sait pas ce qui s'y passe, c'est des channels privés. Il faut en acheter pour savoir. Ils font pas mal d'événements autour du gaming et autres. C'est un token un peu communautaire. Donc, en vrai, c'est pas mal. Ils ont une communauté qui est vraiment très importante. Donc, à voir ce que ça donne ensuite et ce qu'ils en font. Mais ils ont l'air d'être pas mal backés par globalement même la team de chez Solana. Donc, ça a l'air d'être un truc assez, super. assez big quand même. J'ai l'impression qu'à l'Alameda, ils mettent des billes quand même un peu partout. Ouais, ça c'est possible. Mais ils doivent concurrencer Avalanche. Ah, mais bien sûr, ils sont bien positionnés. Alors, on se fait rappeler à l'ordre dans le chat par des gens qui ont raison. Ça y est, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Donc, on nous demande, à juste titre, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et présenter vos activités, ce que vous faites, qui êtes-vous et pourquoi vous en êtes-vous intéressé aux crypto-monnaies et à Solana en particulier? Olivier, tu veux donc moi, mon parcours, dans la cryptosphère, on va dire. Non, j'ai découvert Bitcoin. En fait, je sais même plus quand exactement, mais c'était à la télé. Ça m'avait marqué. C'était sur BFM TV. Et il parlait, mais c'était il y a longtemps. C'était en 2013, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il disait, ouais, cette nouvelle crypto-monnaie du futur, etc. J'en avais entendu, cette monnaie du futur, etc. Et j'en avais entendu parler à ce moment-là. Puis après, j'ai pas plus cherché que ça. Et c'est vraiment en 2016, on va dire qu'on s'est penché. Donc avec Guillaume, on a fait la même école supérieure, on va dire. Et on avait eu un intervenant qui était venu présenter justement la blockchain, etc. en 2016. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à faire des recherches, etc. Et puis on avait aussi des cours en rapport avec la cryptographie, donc ça s'alliait pas mal. On avait failli acheter une machine pour miner du Bitcoin juste après la conférence. Voilà, mais on l'a pas fait, pas de bol. Et après, je me souviens sur nos heures de libre, on allait trader un petit peu, bien sûr avec nos fonds personnels entre les creux des cours, et on s'est finalement intéressé à Ethereum et à son système de smart contract, puisqu'on est développeur et donc forcément ça nous a vite intéressé. Et puis après, donc ça c'était pendant le bull de 2017, etc. Et après, c'est vrai que le bear nous a un petit peu calmé, entre guillemets. On a vaqué à d'autres occupations. C'est pas mal, ça rend philosophe, hein, le bear market. ouais, c'est ça. Et donc, quand vos débuts, c'est dans plutôt investissement, ou vous avez mis un petit peu vous avez mis à profit vos qualités de développeur, ou c'était, de toute façon, il y a 1000 façons de faire. Hein. Au début, c'était vraiment, c'était nos fonds personnels, donc c'était juste nos fonds personnels. Et aussi, moi, je bricolais des trucs sur les smart contracts, mais c'était vraiment... c'était pas, il n'y avait pas d'ambition ni quoi que ce soit. J'essaie de découvrir, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas si simple, c'était encore un peu les débuts. Et j'essaie de découvrir. Je me souviens, je me disais, mais ça pourrait être fou qu'il y ait... J'avais ce truc en tête, qu'il y ait des exchanges complètement décentralisés. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout début. On commençait à penser à ça, et c'est vrai que aujourd'hui, ça commence à ces réalités, quoi. Ouais, c'est vrai.
Moi, j'y croyais pas du tout au début, aux premiers exchanges décentralisés. Il y avait, je me souviens de 0x. Il y a des problèmes dans les carnets d'ordre où l'offre et la demande ne se rencontraient pas. Il y a des problèmes de liquidité, c'était pas liquide. Il y a des problèmes de matching engine. Il y avait des problèmes de frais, c'était cher. C'était absolument affreux. Et finalement, c'est Uniswap, hein, avec ses bonding curves et son système de place de marché sans carnet d'ordre qui a franchement énormément changé les choses. Et toi, Guillaume, du coup, c'est pareil, en fait, une initiation similaire? Ouais, alors moi je suis parti, enfin pareil, du coup pendant le bear market, c'était aussi proche du moment où on finissait d'être diplômé, donc moi j'ai fait une spécialité finance dans mon école d'ingé. Du coup, je suis plus parti vers la partie finance traditionnelle, mais du coup j'avais les deux chapeaux. À côté, j'étais toujours en trading intense sur les cryptos. Donc ouais, moi j'ai fait ça pendant quelques années et du coup c'est intéressant de voir, de faire le pont en fait entre du coup ce qui est en train d'arriver sur la DeFi et ce qui est existant du coup sur le trading traditionnel. Donc voilà, et ensuite en réalité non, c'est notre premier gros projet en crypto et c'est vraiment cool de pouvoir commencer par ça et notamment de pouvoir commencer sur Solana parce que c'est quand même une blockchain qu'on a suivi un petit peu et on s'est dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire et on l'a fait et jusqu'ici ça marche bien, donc ça fait vraiment plaisir. Écoute, est-ce que tu peux nous parler de ce projet justement? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, je sais pas, ça vous appartient, ça. Si, bien sûr qu'on peut en parler. Donc oui, pour ceux qui connaissent pas, on a mis en place un outil de tracking, donc tracking de vos assets sur la DeFi Solana. Donc le but étant de regrouper tous vos assets existants sur Solana sur une simple page, donc un dashboard qui regroupe toutes les informations. Donc on a mis ça en place il y a 5 ou 6 mois. Enfin, Olivier a commencé à bosser dessus il y a 6 mois et c'est sorti il y a 5 mois. Et depuis, on fait en sorte de mettre à jour le tool et de faire en sorte que tous les nouveaux protocoles soient disponibles dans la plateforme. On essaye de recueillir aussi les nombreux feedbacks de nos utilisateurs. Il y en a sûrement quelques-uns dans le chat, je pense. Donc voilà, je sais pas si peut-être est-ce qu'on présente votre écran. Si vous voulez partager votre écran ou faire une démo. Ouais, je vais vous partager mon écran. Ah, il y a un provocateur qui dit est-ce que c'est Step Finance? Alors non, c'est SonarWatch. Justement, ça serait dans ce même ordre d'idée, non? C'est un concurrent. Ouais, c'est ça. On peut dire que ce sont des compétiteurs. À la différence qu'on est un peu plus rapide qu'eux pour intégrer des protocoles, mais ça reste dans ma tête. Du coup, je l'ai dit, mais leur temps. On va dire qu'ils prennent leur temps, exactement. Ou ils vont vers des chemins qui sont peut-être un peu différents. Ils se dirigent vers des AMM aussi, donc ils prennent. On va dire qu'ils ont pris un chemin un peu différent du tracking et pour nous, c'est cool du coup parce que on peut se focus aussi pas mal là-dessus. Ok, donc je sais pas si vous voyez mon écran. Il me semble. Si vous voyez mon écran, c'est parfait. Alors peut-être que j'ai pas. Ok, c'est parfait. Et du coup, en fait, sur Sonar, donc vous arrivez sur la landing page. En fait, déjà, le tool s'adresse surtout aux utilisateurs de la DeFi de Solana. Donc, c'est-à-dire si vous utilisez des outils comme Raydium, Orca, Saber, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi de tous ces outils. Ah oui, volontiers. Mais il y a Parrot, Mango, il y a Port Finance, il y en a beaucoup quoi. En gros, si vous êtes utilisateur de la DeFi Solana, Sonar s'adresse sans doute à vous parce qu'en fait le but ça va être justement d'afficher en une seule page tous vos investissements DeFi sur une seule page globalement. Donc une fois que vous avez connecté votre wallet ou que vous avez collé sur la page d'accueil, vous pouvez coller aussi une clé publique. Vous pouvez coller n'importe quelle clé publique et traquer les fonds de la clé publique. Donc, vous pouvez aussi traquer, par exemple, les fonds d'une big whale. Si vous avez accès à une public key d'une whale, vous pouvez très bien la coller dans Sonar et regarder quels sont ces tokens qu'il hold, quelles sont ses stratégies sur la DeFi, etc.
Mais sinon, globalement, ça se présente comme ça. Donc là, vous êtes sur le dashboard qui est la page principale de Sonar. Vous allez pouvoir voir l'évolution de votre portfolio, de la valeur de votre portfolio. Et ensuite, dans les différentes sections, vous allez pouvoir voir vos différents investissements. Donc la première section, c'est la plus classique, c'est juste vos tokens. Donc ça va lister tous vos tokens. Et pour chaque ligne, vous pouvez comme ça cliquer pour voir l'évolution du prix du token. Donc pour certains tokens, tels le Radium, par exemple, le token de Radium, c'est pas forcément le truc le plus utile. Mais par contre, pour des tout petits tokens, parce que basiquement, on traque tous les tokens qui sont sur la blockchain Solana. En gros, pour les plus petits tokens, ce genre de graphique peut être vraiment très intéressant parce que c'est pas les genres de graphiques qu'on peut voir sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Donc, ça peut vraiment être un plus pour suivre le prix du token. Oui. Ça permet d'avoir notamment l'historique avant qu'il soit sur peut-être CoinMarketCap ou des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, même pour les plus petits ou parfois, je sais qu'en fait, il y a des plus petits tokens qui sont listés sur CoinGecko, mais on a un point toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, ou parfois les points sont pas hyper bien placés, etc. Là, vous avez la courbe qui est directement dans Sonar. Donc ça peut être. Et d'ailleurs, quick note, on a aussi provide une API publique pour les prix des tokens. Donc on a mis ça à dispo et du coup ça regroupe l'ensemble des tokens que nous on traque et ça permet à certains projets potentiellement de le réutiliser pour afficher des prix ou calculer des prix. Donc voilà, on a mis ça aussi en place parce que c'est pas rien de build un tool sur Solana, c'est aussi bien de participer à son évolution et du coup on s'est dit que mettre des petits outils en public ça pouvait être grave cool pour des projets qui arrivent ensuite après nous, on va dire. Oh ben certainement, s'il y a des développeurs, je suis sûr qu'ils en seront ravis. Ouais, si vous êtes développeur, sachez qu'il y a une API qui va vous permettre d'avoir le prix de plein de tokens, quasiment tous les tokens de la blockchain Solana. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis, parce qu'il n'y avait pas spécialement d'API qui permettait de le faire. Et on s'est dit, nous on en a une, autant la mettre publique, ça peut permettre à d'autres personnes de build sur Solana et c'est toujours bon, c'est bon pour tout le monde, quoi. Alors moi j'ai quelques questions évidemment, mais si si tu veux continuer à prendre. Non, vas-y. Pourquoi vous avez choisi Solana et commencé de coder sur Solana? Quel est cet écosystème en pratique? Ouais, alors moi j'avais choisi Solana parce que en fait, moi à la base je stackais en fait dans différents protocoles et plateformes qu'il y avait sur Solana, notamment Raydium, Orca. À l'époque, c'était surtout Raydium et Orca, les deux les plus présents. Et en gros, en fait, je stackais dans la DeFi Solana parce que Solana, je trouvais que ce qui a vraiment ce qui est excellent, c'est que tu peux venir avec des tout petits investissements. Moi, je venais pas. Enfin, c'est sûr que si tu veux aller dans la DeFi Ethereum, si tu n'as pas plusieurs milliers de dollars, ça va pas être intéressant pour toi. Et donc, c'est vraiment ça qui m'avait attiré à l'époque sur Solana, c'est que je pouvais faire mes petits tests avec même une dizaine de dollars, même moins. Tu peux déjà faire beaucoup de choses sur Solana. Et donc c'est vraiment ça que. Et donc, les frais de transaction qui sont très, très faibles, c'était ça vraiment le point clé. D'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi justement, j'ai beaucoup de respect pour Ethereum, mais en pratique, je trouve ça souvent difficile d'accès. En fait, il y a une barrière à l'entrée monstrueuse au niveau des prix et notamment des frais. Donc, je suis d'accord. Moi, c'est ce qui m'a fait m'intéresser. En fait, j'ai pas découvert la DeFi sur Ethereum, alors qu'elle est originaire d'Ethereum, mais il y a de très très beaux projets dessus. Mais du coup, j'ai été poussé par les frais à inspecter ailleurs. Alors, je suis pas arrivé en premier sur Solana, mais maintenant j'y arrive. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que, pour ta deuxième question, qu'est-ce que c'est de développer sur Solana? Donc, c'est. Ouais. Au niveau des tools, des outils, des langages, des choses comme ça, des retours que tu pourrais faire. Moi, je ne suis pas développeur, tu vois, mais qu'est-ce que pourrait retranscrire un développeur comme sensation, en fait, que tu as eu dans cet écosystème-là? Alors, ça serait encore mieux si tu t'étais confronté à d'autres systèmes hostiles pour comparer, mais même un simple retour, c'est très bien. En fait, déjà, par rapport à ceux qui ont peut-être. C'est moins friendly que ce que tu vas pouvoir trouver sur Ethereum. Si tu veux te lancer dans la programmation de smart contracts, clairement sur Ethereum, ils sont avec Solidity, tu as des années de guides, de tutos, de vidéos, tu as vraiment énormément de ressources. Et donc ça, pour les développeurs, c'est vraiment du pain béni et ça te permet de commencer directement.
et donc sur Solana, tout de suite, tu vas tomber sur un mur assez rapidement. Déjà, premièrement, si tu ne connais pas du tout le Rust, tu vas devoir l'apprendre. C'est pas forcément gênant, puisque de toute façon, pour Ethereum, tu dois apprendre Solidity également. Mais c'est vrai que les ressources sont moins grandes, et donc tu vas peut-être avoir un petit peu plus de mal, surtout si tu es développeur débutant. Mais franchement, ça se fait. Et je sais que Solana, ils aident énormément les développeurs. Il y a les hackathons qui sont faits pour ça, où dans les hackathons, tous les jours, il y a des lives aussi sur Twitch qui permettent, en gros, où certains projets expliquent voilà, comment faire telle ou telle chose sur la blockchain Solana. Ils essayent de faire des guides. Ils sont très proches de la communauté aussi. Il y a un Discord pour les développeurs. Il y a un Discord où vous pouvez aller poser vos questions directement à la team de Solana, ils vont vous répondre, etc. Donc, ils sont hyper proches de la communauté, mais c'est sûr que c'est un petit peu, pour mettre le pied dedans, c'est un peu plus compliqué que sur Ethereum. Ok, bon, moi je retiens Rust, donc c'est un langage de programmation. Après, je crois que c'est un langage de programmation qui est très réputé dans le monde de l'industrie et c'est pas une perte de temps dans tous les cas. C'est-à-dire que... Non, pas du tout. Ouais. C'est pas tout neuf, mais il y a de plus en plus, je pense, c'est de plus en plus utilisé, donc clairement, ouais, c'est pas une perte de temps. Et honnêtement, tous ceux qui ont essayé Rust, la plupart du temps, ils ne jurent plus que par Rust. Énormément de développeurs qui essayent Rust après ne jurent plus que par ça. Donc oui, c'est sûr que c'est. Te concernant, c'est vrai? Moi, en fait, finalement, je fais pas tant de Rust que ça. Parce qu'en fait, nous, on va aller surtout scraper la data dans la blockchain, et finalement, tu peux ne pas faire. Enfin, pour nous, en fait, c'est plus simple de ne pas faire tant de Rust. Donc, au final, moi, j'en ai pas fait tant que ça. Donc, je saurais, tu vois, même pas te dire. Enfin, j'en ai fait un petit peu. Et comme nous, sur Sonar, on n'a pas de smart contract, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de développeur Rust à proprement parler. Bon, alors je ne veux pas vous ennuyer avec des sujets techniques qui me dépassent. Moi, j'ai vu des questions simples aussi dans le chat qui me correspondent très bien. C'est du coup, bon, vous avez choisi cet écosystème, vous avez voulu vous impliquer. En fait, finalement, ce que je comprends, c'est que ça répond à un besoin que vous aviez de farmers, puisque finalement, vous étiez des farmers de Solana. Et mais en quoi votre outil se distingue des autres outils existants? Alors, il y a le rafraîchissement des produits, ce que tu as dit, Guillaume, c'est-à-dire que vous intégrez très rapidement les nouveaux produits qui sortent et vous permettez de les traquer. Quelles seraient quelques petites fonctionnalités dont vous êtes fiers, de petites choses il y en a une qu'on a apportée qui est tout en haut, enfin même qui est partout en fait sur le dashboard, c'est l'histoire de graphe. En fait, on a pensé que nous-mêmes en tant que utilisateur de la DeFi, on s'est dit ce serait quand même cool de voir l'évolution de ton wallet sur le temps, parce que c'est bien beau de savoir ce que tu as mis ou combien tu as au total, si tu vois pas si vraiment tu gagnes des sous ou si ça te génère vraiment un petit revenu régulier ou des choses comme ça. On s'est dit que pouvoir faire une petite analyse de ton investissement, c'est quand même important, et du coup pour ça on a amené donc le graphique historique sur ton portfolio. On y a ajouté aussi du coup des graphes au niveau des prix, comme ça tu vois directement l'évolution, les graphes aussi au niveau des pools, donc voilà ce que montre Olivier. Donc tu as la supply, tu as la TVL, donc tu peux voir si potentiellement ta pool est en train de perdre un peu de valeur, si du coup ça va diminuer un peu tes revenus, si potentiellement il faudrait que tu sortes tes fonds et que tu les mettes sur une autre pool qui sera peut-être plus intéressante. Au niveau des farms, on a aussi l'APR, parce que comme ça te permet aussi de voir l'évolution de l'APR de la farm. Comme ça, si tu vois que la farm se dirige vers les 0%, tu te dis bon, c'est peut-être pas une farm qui est très qui fonctionne très bien ou qui génère assez de revenus, donc je vais les sortir et je vais les déplacer autre part. Donc c'est vraiment, en fait, on a un but général qui est vraiment d'accompagner l'utilisateur, lui fournir le plus de métriques possible pour faire en sorte qu'il choisisse un peu les meilleures options qui sont existantes. Donc ça, je pense, c'est une des valeurs qu'on a ajoutées. Et d'ailleurs, on est les premiers à avoir apporté en fait un système de graphes au niveau du portefeuille. Et maintenant, on voit potentiellement des nouveaux concurrents comme Symmetry, par exemple, qui font la même chose. Donc on se dit qu'on a peut-être pris le bon chemin et que c'est cool qu'on ait été là en premier pour ça. Donc voilà. Je me permets de faire remonter quelques petites remarques. Pourquoi une limitation de 3 mois sur les graphiques? Ouais, en fait, c'est simplement parce qu'à la base, il y avait, ça fait maintenant un peu plus de 3 mois qu'on traque toute la data. Donc c'est le max, en fait. Finalement, vous pourriez remplacer 3 mois par max.
Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est le max, mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois faire aussi. C'est en fait mettre le bouton all, parce qu'à l'époque, il n'avait pas trop de sens et il faudrait que je le rajoute. Mais si c'est pas limité à 3 mois spécialement, c'est juste que on n'a pas plus de 3 mois de data qu'on a enregistré dans nos bases de données. Qui sont indexés, enfin que vous avez prélevé. Et la question, qui me venait à l'esprit, c'est comment tu as créé comment vous avez créé ce Yield Watcher. Olivier, tu faisais du farming et tu t'es dit il n'y a pas d'outil de descente pour monitorer, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est exactement ça. En fait, je farmais sur Radium Orca et je me disais mais c'est cool, mais en fait c'est super chiant de devoir aller sur Orca. Déjà Orca à l'époque, et je sais même pas si c'est le cas aujourd'hui, ne t'affichait pas la valeur de tes investissements en dollars. Donc il te disait tu avais ta stack 3 coop et ta stack 4 oxy, mais tu sais pas combien ça vaut. Donc déjà c'est assez pénible. Et ensuite, si tu es sur Radium, Orca, si tu es sur plusieurs plateformes, c'est super chiant de devoir aller une fois sur l'autre, checker, retourner sur l'autre, checker, voir si tu as gagné ou pas. Tu sais même plus, tu dis ah oui, ça a monté. Non, en fait, je me souviens plus, ça a monté. J'avais combien hier, j'ai combien aujourd'hui, je me souviens plus très bien. Ou même j'avais combien la semaine dernière, je me souviens plus. Et donc en fait, je me suis simplement dit go, moi vu que je suis développeur et que je pense que je peux le faire. À la base, je le faisais pendant mon temps libre entre guillemets, enfin après mes heures de boulot. Et vu qu'aussi j'étais freelance, à un moment j'avais plus de contrat et donc je me suis dit je vais faire ça en attendant. Et du coup petit à petit l'outil prenait forme. J'avais commencé à le partager même sur certains Discord et des groupes Telegram et on avait eu des retours assez positifs de la communauté. Donc au bout d'un moment en fait je me suis juste dit vu que j'ai pas de contrat freelance maintenant, go le tenter, on verra bien où ça nous mène et finalement ça a grossi et aujourd'hui on en est là quoi. Il y a une autre question qui m'a paru très pertinente dans le chat, c'est déjà moi je vous félicite sur le travail accompli et quelle est la suite de l'aventure, quelle serait la roadmap, je veux dire qu'est-ce que vous projetez de faire, des améliorations, des fonctionnalités. Ouais, globalement c'est ce qu'on répond aussi sur notre Discord. Hein, généralement, on veut vraiment essayer d'apporter les meilleurs outils possibles en plus du tracking. Donc par exemple, il y a des choses comme le multi-wallet. Donc là actuellement en fait pour traquer ton wallet, donc si tu en as un, tu dois ouvrir une page Sonar et si tu as un deuxième wallet que tu veux traquer, tu dois en ouvrir un deuxième. Ce qui est, on est d'accord, pas très facile, enfin pas très convenient si on peut dire, et du coup ce qu'on veut apporter c'est la possibilité en fait de traquer plusieurs wallets en même temps, puisque ça c'est assez courant en fait sur Solana d'avoir différents wallets sur lesquels possiblement t'as des fonds différents et où tu stacks des choses différentes et du coup on aimerait apporter ça, donc comme ça tu vas pouvoir mettre tes 3 wallets, avoir un seul dashboard qui te groupe tous tes assets en un et potentiellement en retirer un ou alors même par exemple sauvegarder un wallet que tu connais. Olivier parlait tout à l'heure potentiellement de whale que tu veux suivre. Si tu connais des personnes qui ont certains investissements et que tu souhaites les suivre, tu pourrais peut-être enregistrer cette adresse-là et la checker de temps en temps. Enfin bref, il y a ce truc-là qui pourrait être ajouté et on est en train de bosser en fait actuellement sur une deuxième version du site. Donc là, on peut dire que la version actuelle est une version 1 et la version 2 en fait va nous permettre d'intégrer beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités, des choses un peu plus sympas pour les utilisateurs, la permettre vraiment de les aider un peu plus, leur donner un peu plus d'infos autour de leurs investissements, autour des protocoles existants. Enfin voilà, pas mal de choses qu'on aimerait bien apporter et notamment des petites features vraiment cool qui simplifient un peu la vie de l'utilisateur lambda quoi. Ouais, et la vraie feature, killer feature qu'on souhaite apporter, c'est l'interaction en fait avec les différentes plateformes de DeFi directement depuis Sonar. Où en gros, au lieu de devoir aller actuellement, tu dois aller sur Orca pour deposit dans les pools, etc. Nous, ce qu'on veut essayer d'amener, c'est une interaction avec les protocoles directement depuis Sonar. Et en fait, ça permet de ne pas avoir à jongler entre les différents sites. Et ça te permet également aussi d'avoir une seule interface pour interagir avec tous les protocoles. Ce qui est vraiment intéressant parce que quand tu débarques pour la première fois sur Radium, tu ne comprends pas forcément ce que tu dois faire. Tu dois d'abord
split, tu dois d'abord stacker dans une pool. Pour stacker dans une pool, tu dois avoir 50% d'un asset d'un premier token, 50% d'un autre. Tu dois les mettre dans la pool. Ensuite, tu dois récupérer ton LP token. Le LP token, tu dois le prendre, tu dois le mettre dans la farm. Et ça, en fait, quand tu débutes, tu ne comprends pas forcément tout ça. Et le fait d'avoir. Et donc, tu apprends ça une fois sur Edgeum, mais après, tu dois le réapprendre ou tu dois le comprendre de nouveau sur une autre plateforme et sur une autre et sur une autre. Et donc, le fait d'avoir une interaction possible avec les protocoles directement depuis Sonar, ça te permet d'avoir une seule et unique interface pour interagir avec les protocoles. Et donc, ça te permet de ne pas avoir forcément à comprendre comment marchent toutes les différentes plateformes et d'en avoir une seule unique. Ben, écoute, c'est très clair. Écoute, moi, je suis très content parce qu'il y a le chat qui travaille pour nous, donc ils ont plein de questions qu'on fait remonter. Moi, je prends pas tout à fait au hasard, je pense que c'est celle qui me parle, mais il y avait une question que je trouvais aussi très pertinente, c'était du coup, donc on comprend bien la proposition de valeur, le produit, comment il se situe, l'écosystème, ok. Quel serait votre modèle économique et comment pouvons-nous nous assurer que vous allez rester là, comme vous êtes une équipe de 2 pour l'instant, combien vous êtes, enfin voilà. C'est que vous en êtes, où en est le développement de l'équipe, du projet, et est-ce qu'il y a des tokens? J'ai vu qu'il y en a qui demandaient des tokens, des airdrops. Quelles sont les folies que vous avez en tête? Alors, on a... Ou les merveilles, hein, les folies ou les merveilles. Hein, When Binance. Voilà, When Moon, When Binance. Ouais, bah pour le token, bon, on peut pas tout vous dire, mais déjà, ça parle de token. Moi, tu viens de prononcer le mot. Déjà, ça, c'est en dire beaucoup. Non, voilà, restez au courant, suivez-nous sur Twitter, utilisez le tool et vous en saurez, vous serez au courant de ce qui se passe pour Sonar. Mais en fait, ouais, nous, ce qu'on veut, en fait, par exemple, en fait, toute l'interaction avec les autres plateformes de DeFi. Évidemment, si par exemple nous ce qu'on aimerait bien vraiment apporter, c'est par exemple tu veux stacker dans une pool Oxy Ray, tu mets mais tu n'as pas d'Oxy, tu n'as pas de Ray, tu as que de l'USDC. Nous ce qu'on aimerait bien faire, c'est permettre aux utilisateurs de déposer directement en USDC dans ces pools là. Et pour ce faire, il va y avoir certains swaps. Et donc l'idée c'est que forcément sur ces swaps il y aura des fees qui iront pour Sonar, donc c'est globalement ça ce qui sera notre principale source de revenus. En annexe, on veut apporter, donc en fait on collabore avec l'équipe de Serum et on est vraiment content de pouvoir partager avec eux parce qu'ils sont hyper sympas et en fait on aimerait bien collaborer avec eux pour avoir un système de swap directement intégré sur le site Sonar, et pour toutes ces petites interactions là travailler avec Serum pour qu'elle passe via les pools de liquidité de Serum, et ça nous permettrait de générer une source de revenus. En fait, c'est principalement là-dessus que va se jouer. Après, il peut y avoir aussi dans un modèle de boost, ça c'est le modèle de revenus pérenne et long terme, mais à court terme, pour financer les besoins de développement, il pourrait y avoir, je sais pas moi, levée de fonds, token, tout ça. Tout est envisageable, j'en sais rien. C'est des choses qui sont évidemment envisageable, et on explore ce genre de possibilités. Donc oui, c'est évidemment là on est que 3 et ça commence à être dur à maintenir le rythme. Il y a des plateformes DeFi toutes les semaines, donc évidemment grossir et grandir, ça va être quelque chose qui va venir dans les semaines, mois qui vont suivre. Mais on avait à cœur aussi, désolé d'ailleurs du coup de t'avoir laissé tout seul répondre aux questions tricky, les petits problèmes de coup. Il y a aussi une chose qu'on voulait éviter de faire, parce que quand on est arrivé au début sur Solana, on a vu pas mal de projets qui faisaient des tokens très rapidement, sans grand intérêt et sans vraiment de relation avec des vrais projets derrière. Limite, on était en mode c'est bizarre, on a l'impression qu'on est les seuls à faire un produit qui est existant et qui fonctionne tout de suite. Et du coup voilà, on veut vraiment prendre notre temps, être sûr que ce qu'on va potentiellement apporter ensuite dans la plateforme, ou s'il y a un token, la façon dont on va l'apporter, la façon aussi dont ce sera utilisé, vraiment mettre un sens derrière un token, puisque éviter de faire ça de manière inutile. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le tool est gratuit depuis 6 mois, et voilà, tant qu'on n'a pas quelque chose de vraiment propre et qualitatif,
ça resterait comme ça, je pense. C'est tout à votre honneur, hein, parce que en fait, normalement, on a plus besoin, en théorie, on a plus besoin d'un produit que d'un token. Et souvent, la seule fonction du token est d'enrichir ceux qui le créent. Donc, bon, voilà. Donc voilà, on est une équipe produit d'abord. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi, bon, je dis ça un peu en rigolant, hein, bien sûr, mais il y a aussi des projets qui ont lancé un token et qui ont fait des grosses choses derrière aussi, qui ont fait des très bons produits. Donc, il y a deux façons différentes de le faire. C'est juste que nous, on le voyait plus d'abord vraiment créer le produit, ramener aussi une communauté, créer une communauté, faire en sorte qu'on ait les bons feedbacks, vraiment faire une plateforme qui convient à la plupart de nos utilisateurs. Là, récemment, on a atteint vraiment un pic d'utilisateurs. On a plein de plus de 15 000 utilisateurs par jour, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et je pense que c'est parce qu'on a justement créé ce produit et fait en sorte qu'il soit au plus proche du besoin utilisateur, quoi. Product market fit, c'est-à-dire que vous, en faisant votre produit et en ayant une adoption, tu prouves qu'il y a un besoin du marché et que tu y réponds. Donc ça, écoute, c'est tant mieux. Moi, je préfère. Moi, je suis de l'école. Souvent, j'investis dans les produits qui me plaisent. Alors, normalement, tu sais qu'en tant qu'investisseur, le prix arrive avant le produit. Mais ça, c'est dans le monde, on va dire, de l'industrie, où tu remarqueras que la valorisation, par exemple, de Tesla, c'est l'exemple, elle arrive avant qu'ils livrent vraiment beaucoup de voitures. Donc, on se demande pourquoi... Ouais, on se demande pourquoi c'est valorisé autant, mais c'est parce qu'en fait, les investisseurs parient sur le futur et pas sur le présent. Et aussi qu'ils ont une bonne tête, une tête qui fait bien parler de lui à la tête. Une tête d'affiche, oui. Ouais, ils ont une bonne tête d'affiche quand même. Oui, ça c'est vrai ça. Mais bon, tu sais, tout miser dans une tête, c'est risqué aussi. Il faut La forme a son importance des fois, mais oui, c'est vrai qu'il faut quand même regarder un peu le produit. Mais c'est vrai que Tesla est un bon exemple pour ça. Oui. Et du coup, moi, j'ai d'autres questions qui tiennent à votre votre position privilégiée en fait dans cet écosystème-là, où finalement vous avez une tour de contrôle. Hein. Moi, je vous vois comme une tour de contrôle où vous monétisez et vous aidez. Donc, déjà aussi, le fait de faire un produit qui réponde à vos propres besoins, je trouve ça sympa, moi. Parce que vous savez, si les gens l'utilisent pas, vous pourrez continuer de l'utiliser. Hein. C'est au moins c'est vrai, tout à fait. Ouais. Il y a un truc quand même que je tenais à relever qui était assez intéressant, c'est la croissance du produit finalement sur les derniers mois. Le concurrent, on va dire, notoire de SonarWatch, c'est Step Finance, on entend un peu parler, il y a aussi Apeboard, je crois, un truc dans le style. Et ce que je vois en me baladant sur les internets, en passant par SonarWatch et Step Finance, je vois que vous avez un trafic approximé, enfin mesuré, qui est identique à Step Finance, mais vous n'avez pas levé je ne sais combien de millions de dollars ou vous n'avez pas une market cap à 1 milliard dilué ou quelque chose dans le style. Et moi, même si c'est pas une analyse qui est, on va dire, fantastique, moi j'aime bien regarder ça. Quand je me balade voilà, j'ai deux produits similaires qui sont là. Je sais pas si on voit mon plugin à droite, voilà. Et je vois que il y a 306 000 approximativement visites mensuelles mesurées sur Sonar et que sur Step, il y en a 30% de plus, 50% de plus, avec 486 000 monthly visites. Je me dis que c'est pas mal, hein. Vous avez pas mal catch-up, les gens trouvent un intérêt, restent sur Sonar alors qu'ils étaient peut-être avant sur Step Finance. Et quand on regarde les market cap, enfin la market cap de Step, on se dit que... Hop. Intéressant, je connaissais pas ce petit plugin. SimilarWeb, une boîte qui c'est gratos, tu le mets et ça te donne une approximation avec module plus 20 moins 20% d'imprécision, c'est pas trop mal franchement. Ouais. Et donc t'as 1 milliard de diluted, 4 millions de market cap liquide. OK, bon, ils ont tiré fort, hein. Ouais, la charte Waouh. OK. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'est dit que vraiment sortir un token trop vite, c'est vraiment pas une bonne idée. Après, ils ont été très agressifs aussi sur le mince, j'ai perdu le mot. Sur les rewards dans les farms. Sur les rewards. C'est vrai qu'à un moment donné, leur reward était... Enfin, tu pouvais avoir des APR c'était des... Ça n'avait plus de sens en fait. Tu avais des APR de folie sur le step dans certaines farms. Donc je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle ça a descendu autant. Oui, tu as des gens qui font des petits commentaires, tu vois, dans la fonctionnalité de Step qu'ils aiment, il y en a, c'est l'unwrap. Et je dois avouer que moi aussi, la seule fois où je me suis servi de Step Finance, c'était pour unwrapper des soldes. Donc, tu vois. Et ensuite, par contre, effectivement, je me suis déjà servi de Apeboard et ils sont quand même forts aussi. Hein.
Tu vois, donc, c'est interdit de dire ça. Hein. On est sur un live Solana, on parle de SonarWatch. Non, mais en vrai, on a de très bonnes relations avec eux et honnêtement, ils font du bon taf aussi. Enfin, dans la façon de faire et même la façon de communiquer, on est assez justement proche de ce genre de team-là et globalement, on a une très bonne relation avec eux. Et ils font du bon taf. Ils ont un dashboard qui est plutôt clean. Bon, la différence, c'est que du coup, ils ont tellement de blockchains différentes que pour essayer de keep up avec le nombre de protocoles, ça peut être un peu compliqué. Donc forcément, ils ont moins de pools, ils sont moins à jour sur tous les protocoles, mais ils font quand même pas mal de taf et gratuitement et sur énormément de blockchains. Donc en vrai, chapeau à eux pour le travail qu'ils font quand même. Oui, après, si tu es sur un marché. Oui. Non, je t'en prie. Non, mais si tu es sur un gros marché, par exemple, il n'y a pas qu'une seule place de marché dans le monde pour acheter des cryptos. Tu vois, tu as du Binance, du Coinbase, voilà. Il n'y a pas qu'un seul market cap. Il y a aussi il y a The Bitex aussi, nos amis toulousains, mais à part ils ont moins de volume, mais il y a autant d'amour. Et ensuite sur les trackers de prix, tu vois, tu as CoinMarketCap, tu as CoinGecko, tu en as plein d'autres, tu vois, tu vas avoir Messari. Si tu es sur un beau marché, je pense qu'il y a de la place pour du monde. Et donc vous faites un focus, par exemple, Solana, et un de vos éléments de différenciation, ce serait d'être plus précis sur votre écosystème. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais, en fait, je pense que actuellement, pourquoi on se dirige pas vers du multi-chain et c'est vraiment pas prévu pour les prochains mois, c'est que le multi-chain, tu vas t'éparpiller un petit peu. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment apporter, c'est quand une nouvelle plateforme DeFi sort, que l'idéal, c'est qu'elle soit directement supportée par Sonar. Et si c'est pas le cas, au bout de 1 ou 2 ou 3 jours, qu'elle soit directement supportée. En fait, c'est pour ça que on se focus vraiment only sur Solana, parce que si tu es éparpillé sur du multi-chain, ça va être vraiment compliqué de faire ce genre de choses. Alors que si tu es forcément que sur une blockchain, tu peux accorder tout ton temps là-dessus. Et avoir toutes les plateformes, c'est vraiment important pour nous, parce que si tu rentres ta clé publique dans Sonar, mais qu'au final, tu vois que la moitié de tes investissements dans la DeFi, c'est pas très intéressant, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais la réactivité et l'exhaustivité les deux sont durs à atteindre. C'est deux objectifs ambitieux, mais c'est super important parce que dans les fermes, la réactivité, souvent, en fait, les meilleurs ROI, les retours sur investissement, tu les as au début. Alors après, il y aura tout le jeu des rug pools et des horreurs, hein, parce que je trouve que vous êtes un peu trop épargnés sur Solana par les immondices, les fermes opportunistes et ce genre de trucs. Parce que je pense que si tu essaies de traquer toutes les fermes qui se créent sur la BSC, par exemple, tu vas voir que tu as énormément de Ponzi farming, qui est une discipline à part entière. Hein. Donc, il y en a quelques-uns, voilà. Mais ouais. Ah, il y a quelqu'un. D'ailleurs, ouais, je pensais à ça récemment, parce que déjà, le prix du sol qui a monté énormément, je me dis que ça va attirer ce genre de personnes et de choses sur Solana. Et en fait, ce qui a fait que tous ces Ponzi, etc., qui ont eu lieu sur la BSC, c'est vraiment grâce à PancakeSwap et à tout ce qui était open source. Et que, en fait, en un seul clic, tu pouvais forker tout le projet et lancer ton projet qui était au-dessus d'une plateforme qui était elle-même au-dessus, qui était elle-même au-dessus, qui était elle-même au-dessus. Et c'était vraiment facile de le faire, en fait. Et donc, je me dis que je pense que le jour. Ouais, c'est ça. C'est le copier-coder, c'est ce que j'appelle le copier-coder. Et le jour où il y aura quelque chose de vraiment open source, un peu dans le même style, où tu auras en un clic, tu pourras forker et avoir ta propre plateforme de farming, etc. Je pense que ça va finir par arriver sur Solana, enfin, à moins que les gens ne se fassent plus avoir, mais. Oh, ça, alors ça, tu sais, il y a beaucoup de religions qui marchent bien encore, hein, donc je pense que ça peut prendre des millénaires avant. Donc, mais je vois que j'étais en retard. Il y a déjà eu quelques rug pools sympas sur. Mais moi, ce que je pense, c'est que à l'heure actuelle, c'est difficile de développer une ferme. Donc, les gens qui s'y attellent sont sérieux maintenant, parce que l'effort ne justifie pas, disons que coût rapide. Voilà, l'investissement, c'est une preuve de travail. En fait, la preuve de travail est suffisamment grande pour que les gens soient sérieux. Voilà, quand la preuve de travail deviendra plus faible avec le copier-coder, évidemment, le sérieux va baisser. Ouais, je pense que ça arrivera inévitablement. Alors, il y avait quelques questions par rapport à des fonctionnalités, mais j'ai un peu perdu le fil. Il y avait quelqu'un qui posait une question toute simple par rapport à votre outil, mais je suis navré, j'ai perdu le fil.
Donc, je ne vais pas remonter. Je vois le FTXP. Je vois une question sur le FTXP. Ça, c'est quelque chose qu'a mis en place FTX, où en gros, tu peux directement déposer sur ton wallet Solana des fonds que tu aurais sur FTX. Donc, si tu as, en fait, si tu as des fonds dans ton compte FTX, tu vas pouvoir en fait, c'est comme si tu faisais un withdraw de la plateforme sur ton wallet. D'une manière un peu plus cool, quoi. Ouais, c'est un petit outil qu'ils ont. Mais de toute façon, FTX. Méfiez-vous des petits outils. Et d'ailleurs, fun fact. Qu'est-ce que c'était que cette phrase des enfants? Ouais, c'est vrai, c'est. Non, mais FTXP, j'ai l'impression qu'ils veulent nous l'intégrer partout, à toutes les sauces, le gateway, il y a Solrise qui fait la même chose. D'un moment, si ça devient le standard pour bridger ce qu'on a sur un exchange centralisé pour interagir avec des protocoles décentralisés et inversement, ça peut devenir très très puissant. Alors ce petit plugin, en fait, à l'apparence anodine, peut donner un edge assez fantastique à l'exchange, et je pense que c'est une stratégie qui n'est peut-être pas assez explorée par d'autres plateformes concurrentes. C'est pour ça que je trouve qu'ils jouent bien leur coup avec leur petit délire de FTXP, c'est vraiment bien. Quand tu vois que c'est SBL lui-même qui nous a tweeté de le rajouter sur notre plateforme, je t'avoue que on n'a pas dit non et qu'on l'a fait tout de suite. Hein, donc. Ah ben ouais, non mais clairement. Écoute, merci pour cette explication de ta phrase sibylline. Méfiez-vous des petits outils, Samy. C'est des faces. C'est les petits outils. Et ça, c'est quoi? Oh merde, j'avais un onglet AVAX ouvert. Oui, on voit que Solana en ce moment, voilà. Non, mais SimilarWeb, par exemple, c'est un petit outil, c'est sympa là pour voir le trafic et tout. C'est toujours un peu la différence, c'est très cool. Hop. Et moi du coup j'avais une question qui est corrélée. Donc de votre tour de contrôle, qu'est-ce que vous observez et quels sont justement, parce que moi qui débute un petit peu sur Solana, alors je suis quand même allé naviguer un petit peu sur différentes fermes, différents outils. Donc bon, il y avait la question des wallets, je pense qu'elle est vite répondue, mais quels sont vos wallets, vous interagissez avec quel wallet, vous répondez avec tous les wallets, ça se passe parfaitement bien avec tous, il y en a un qui marche mieux, est-ce que vous auriez quels petits outils vous recommanderiez aux gens déjà? Fantôme sur Solana. Ouais, clairement Fantôme. Solette, c'est plus possible. C'était rigolo au début. On s'amusait bien sur Solette au début, mais c'est plus possible. Et de toute façon, le truc le plus important. Excuse-moi, je t'interromps. Ouais. Non, vas-y. Je me disais que le truc le plus important pour un projet, quand il ship sa blockchain, c'est quand même de donner le plus gros grant pour avoir un wallet par navigateur digne de ce nom. Et je vois tellement de projets ils ont une belle tech et tout, mais en fait, tu n'as aucun moyen d'interagir décemment avec leur blockchain. Tu es obligé soit de bidouiller, de te connecter à un RPC custom sur MetaMask. Ça encore, ça passe. Tu as un avantage si tu as une blockchain EVM. Mais quand tu as ta propre blockchain et qu'il faut utiliser le projet de la classe de sciences de l'ingénieur fin d'année, qui est un wallet en fait pour ta blockchain, c'est chiant. Ah non, clairement, c'est juste plus possible, ça va être. Moi, il y a l'expérience mobile. Est-ce qu'il y a des wallets mobiles? Il y en a un qui arrive là, je pense. Ouais, il y a Slope. Je me suis pas hyper intéressé. Enfin, j'ai pas eu le temps de dire. Solabil. Ok. Et sinon, on s'est rendu compte que beaucoup d'utilisateurs utilisaient Solette sur mobile parce que du coup, tu as le site solette.io qui est un site web et donc au final, du coup par défaut le Solette est compatible mobile. Et donc, on voit beaucoup de gens qui disent ouais, j'arrive pas à faire telle ou telle chose. Ils nous envoient un screen et en fait, on se rend compte qu'ils sont sur mobile et ils utilisent Solette derrière. Il y a C98 aussi qui revient souvent et c'est vrai qu'ils font un super boulot. Ils intègrent toutes les blockchains du monde, mais moi, mon expérience avec eux, elle a été très courte. J'adore l'initiative, super. Il y a un token en plus, e-pump, machin, génial. Ils ont toutes les blockchains. Mais j'ai fait un truc sur Avalanche avec eux, j'ai testé. En plus, j'ai pas fait le test avec un AVAX, j'y suis allé, j'ai mis un peu plus. Je me suis dit, allez, c'est sur Binance en plus, c'est un wallet sérieux, allez, hop. Ça, hop, je mets l'argent, je fais passer des fonds de la X-Chain, de la C-Chain. Et à un moment, il y a l'argent qui disparaît pendant 40 minutes. Wow. Et là, je vois que l'adresse, c'est pas la bonne adresse. En fait, il reload une adresse et il me loadait pas la suivante, en fait. Et je pouvais pas, du coup, interagir avec. Bref, il dérivait en fait.
Le support, le support, je suis allé sur un groupe Telegram, j'ai dit bonjour, j'ai des problèmes. Et j'ai reçu 45 messages. J'ai dit merde, je vais enlever mon message de demande d'aide sur le Telegram officiel. Bonjour, je suis l'administrateur. Je vais vous aider à résoudre votre problème. Oui, vous pouvez télécharger ce petit client maison pour troubleshot votre souci. Bon, je lui dis un problème. Donc là, je trouve un chat dans l'application. Et c'est une team basée au Vietnam, je crois. Ils font tout. Mais c'était un peu mal exécuté pour Avalanche, donc plus jamais j'y mettrai le pied pour au moins 3 mois. Faut pas non plus. Mais ils sont hyper présents en plus sur Solana. Enfin, ils investissent dans pas mal de projets et tout en plus. Enfin, je pense qu'ils essayent d'avoir pas mal de visibilité, mais j'avoue que je l'ai jamais utilisé perso. En fait, j'ai l'impression que depuis que on a connu Phantom, on peut pas revenir sur un autre wallet. Du coup, on est obligé de rester sur Solana parce que vraiment l'expérience est incroyable quand t'as connu d'autres wallets. Phantom, c'est exactement ce qu'il faut pour une blockchain en fait. C'est vraiment en termes du UI et du X, c'est ce qu'il faut pour avoir un bon wallet. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas quand tu vois que MetaMask fonctionne encore très bien, c'est même étonnant vu des fois la gueule du truc quoi. Non, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes. Sur MetaMask, ils n'ont pas les mêmes contraintes que sur Solana où forcément tu peux build un truc qui semble peut-être plus fluide, etc. Le MetaMask, ce que j'aime bien, c'est qu'il est multi-chain. Donc ça, franchement, c'est cool. Et Slop, le nom n'a pas l'air de faire l'unanimité. Il y en a qui l'ont pas apprécié. Ça m'a fait marrer parce que avant qu'ils le disent, je le trouvais très bien. Mais la build, c'était pas vrai. Hein, le wallet mobile pour Solana, je n'ai juste à le préciser. Mais Phantom va le faire, je crois. Ouais, oui, Phantom sont dessus. Voilà. Phantom, ils ont levé aussi. Pas mal et donc oui, ils sont obvious dessus. Il y a le Wen Mobile qui est un petit peu leur même à eux, leur petit Wen Mobile. Donc non, c'est sûr que Phantom ils sont sur le coup. Ok, et ben du coup on a vu les outils, maintenant les Volt, les Volt, les farms. Donc j'ai vu que tu as parlé de Orca. Alors moi Orca je ne le connais pas, même s'il est très connu. Mes petites expériences personnelles, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert cette fameuse tulipe Sol Farm. Donc alors bon, moi la tulipe en général je la coupe tous les matins. Hein. Donc elle repousse la nuit, mais le matin elle est fauchée et envoyée et déposée sur le marché. Mais voilà, il y avait quoi? Il y avait Sol Farm. Moi j'ai vu Saber un peu, j'ai vu Sunny. Ouais. Avec quoi j'ai joué? Voilà, c'est à peu près ça. Quoi. Faut pas parler de Sunny, donc, c'est notre Wen à nous le Sunny. Le Wen Sunny, on a quelques soucis sur leur intégration, leur support sur Sonar. On va pas étayer, mais il y a ça. On espère que ça arrivera un jour. Ça va bien arriver un jour. Alors attends, mais vous, sur quoi vous voyez qu'il y a l'attraction, les adoptions, des taux, des rendements si vous deviez envoyer des gens à la boucherie, vous les enverriez où? Je veux dire, ou pas forcément à la boucherie, mais vraiment explorer des explorateurs. Au moins, enfin en tout cas là, l'explosion de Saber et de Sony, c'est incroyable. Enfin, en fait, je crois que Saber, ils ont reach les 3 milliards de TVL, un truc comme ça. 4, ils ont dépassé les 4. Oui. Ouais, enfin, je suis même plus, ça change tous les jours. C'est vraiment incroyable. Moi, j'étais choqué par la liquidité qui est bloquée dessus. Moi, je peux te donner une explication assez simple. Hein. Ils ont quand même eu une stratégie qui me faisait rappeler. À l'époque, on avait les instant mine, c'est-à-dire que tu avais les coins, Bitcoin, ça n'a pas été préminé. C'est-à-dire que les premiers copycats de Bitcoin, c'est des gens vachement malins qui se sont dit tiens, on va miner pendant 2-3 semaines à la maison, et puis un jour, on va dire au marché tiens, regardez, on a créé un nouveau coin, vous pouvez venir le miner avec nous. C'est ce qu'on appelait les pré-mines. Et ensuite, il y a eu, donc comme les pré-mines, c'est pas beau, parce que si le développeur, en fait, il a gardé son projet secret pendant plusieurs mois pour accumuler une partie de la supply à la suite, c'était pas beau. Ensuite, il y a eu les instant mine, c'est-à-dire qu'on a dit non, c'est pas un pré-mine, tu vois, mais il y a une partie conséquente de la supply qui est mise sur le marché pendant les premières semaines. Et Saber, quand même, je crois qu'ils avaient des taux qui étaient absolument stratosphériques. En fait, je veux pas dire de bêtises, ou alors je confonds avec Sony, mais j'ai eu l'impression là, je vois que les taux sont quand même complètement écrasés. Sur du Solana, je vois du 4%. Je pense il y avait des trucs au minimum de chiffres. Sur Sony ou sur sur Saber. Ouais, sur Saber, en fait. Est-ce qu'on peut le voir avec votre outil? Est-ce qu'avec votre outil, on peut voir un petit peu les taux qu'il y avait ou pas, un historique des taux? Ouais, alors en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut l'avoir dans son wallet, du coup. Mais, ouais, en fait, c'est le truc tricky. C'est que, en fait, actuellement, tu peux pas avoir une liste de toutes les pools. Tu peux seulement voir les pools dont tu as
des assets dedans en fait. Et du coup, si tu n'as pas la poule, tu peux pas le voir. Et c'est évidemment quelque chose qu'on veut ramener avec la V2, c'est une liste de pratiquement toutes les poules. On n'avait pas pensé. Moi, ça m'intéresserait énormément d'avoir les historiques des ROI, un petit peu, de pouvoir comparer, qu'est-ce que ça a donné. Non, en plus, au final, c'est des choses qu'on traque et qu'on a de dispo. C'est juste que du coup, actuellement, si tu l'as pas dans ton wallet, tu peux pas le voir. Donc, mais ouais, c'est clairement un truc qu'on va ramener et qu'on veut ramener, notamment dans la deuxième version qui va être prévue justement pour ça. Donc, mais personnellement, je trouve que c'est pas des APR, des API qui sont énormes, je trouve, sur Solana. Justement, c'est des trucs un peu plus, ça peut être un peu plus faible par moment, quoi. Mais j'ai dû confondre parce que sur Saber, c'est peut-être pas énorme, mais sur Sony, c'était délirant. Ouais, sur Sony, oui. Délirant. Et en fait, parce que je pense qu'ils distribuent aussi beaucoup de tokens de gouvernance, donc c'était une raison pour laquelle c'était délirant. Mais là, en fait, je crois que là, tous les taux de Sony ils sont complètement redescendus parce que, en fait, Saber ont fait une mise à jour hier et ils ont totalement changé. En fait, ils ont mis à jour leur smart contract. Et du coup, je crois que comme Sony en fait repose par au-dessus de Saber, Sony n'a pas dû mettre à jour et ne bénéficie plus en fait des revenus Saber. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ça a baissé. Mais il y a une grosse mise à jour sur Saber. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mis à jour en gros les poules Saber. Ils ont complètement changé leur smart contract. Et d'ailleurs, pour ça aussi que je pensais à ça, c'est que désormais leurs smart contracts sont open source. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Benoît. Pour la partie open source, c'est disponible. Ah, mais là la cavalerie va arriver. Là, il y a des copier-coder qui se perdent, là. Potentiellement, là, en gros, ils ont mis en open source tout leur code relatif aux farms, donc pas aux poules, c'est juste le code des farms qui est open source. Nous parlons de SonarWatch pour les gens qui chercheraient à savoir de quoi l'application. Nous avons invité les cofondateurs de SonarWatch. Ça fait pimpant tout de suite cofondateur. Enfin, oui, les créateurs, les concepteurs, Ah mais c'est ça, c'est vrai, c'est ça, c'est le bon mot. Ouais, là je voyais sur Saber 3,5 milliards de TVL, ce qui... Parce qu'en fait, même si tu as des APR qui sont attractifs, etc., ça reste quand même... et en fait, c'est surtout leur montée qui a été fulgurante, où ils étaient à moins d'1 milliard il y a encore 3 semaines, quoi, et leur montée a été fulgurante. Et voilà, et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, et j'espère pour eux qu'ils vont pas subir des attaques ou quoi que ce soit. Et moi, c'est tout ce que je leur souhaite, parce que c'est vrai que ça commence à faire des grosses TVL. Ah ben oui, mais du moment que la montée et que c'est fulgurant que dans le bon sens, ça va. Si c'est fulgurant dans le mauvais sens, par contre, faire attention à la redescente, quoi. Ouais, ben nous on avait connu sur la BSC, il y a comment dire, l'épopée fantastique de c'est comment Pancake Bunny, qui avait accumulé une grandeur et décadence. Hein. Ouais, clairement, j'imagine que moi personnellement, la ratatouille que j'ai trouvée en ce moment sur Solana, c'est que j'aime bien y aller en couches. Ça, c'est ce que j'ai découvert sur les autres. Et donc, c'est avec Solfarm où on peut passer par 3 couches successives. Donc, on a Solfarm qui compound ce qui se fait sur Sunny, qui lui-même va sur Saber. Et là, ça me procure un degré de satisfaction relativement conséquent, parce que je sais que les petits soleils et les petites horreurs et les sabers qui sont produits tous les jours vont être vendus de façon régulière sur Solfarm et Compound. Solfarm, c'est un très bon outil, et c'est aussi une team qui est très cool. Enfin, ils ont pareil un esprit vachement produit d'abord, et ensuite on voit pour le reste, et ils sont hyper réactifs, hyper cool. On a pas mal eu de discussions avec eux justement pour intégrer leur farm et autres. Donc c'est vraiment une bonne team, et je trouve que c'est un très bon projet qui fait ça très proprement. Ils ont une com vachement sympa. Enfin, globalement, toute l'histoire du farming et des tulipes est assez drôle. Et puis en plus, GGAE, ils sont listés sur FTX maintenant, donc success story aussi pour eux. Et j'aurais peut-être pas dû massacrer des champs de tulipes comme ça inconsidérément. J'aurais dû les garder, ces précieuses tulipes. Mais bon, tu sais. Alors après, Vas-y. Non, je t'en prie. Après, en tout ce qui est protocole de borrow et lending,
Vous avez Port Finance qui a beaucoup performé ces derniers jours. Et Mango, du coup, qui est le plus... Mango Market. Ouais, vous avez la V3 de Mango Market qui est sortie, et peut-être Solend aussi qui performe pas mal. Donc en fait, on commence à avoir, au final, c'est des protocoles qui sont assez jeunes, mais on commence à avoir un petit peu de tout arriver sur la DeFi Solana, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre lending borrowing, vous avez votre plateforme de compound, d'auto-compound qui est avec Solfarm. Vous avez votre pool classique qui pourrait être l'équivalent du PancakeSwap, qui pourrait être Raydium, où vous avez vos pools et vos farms. Et donc, on commence à voir fleurir tout le kit de DeFi, tout bon kit de DeFi que vous devez avoir sur une blockchain. Donc, ça continue de grossir et c'est plutôt cool. Je me permets de jump sur une petite question. Est-ce qu'on peut créer des NFT sur Sonar ? Alors oui, on a justement créé un petit tool il y a un moment maintenant qui s'appelle le NFT Creator et qui permet de le faire. C'est un truc qui n'existait pas sur Solana. Tous les projets de NFT, c'était des gros projets avec une team complète derrière qui générait en fait tous les NFT et ensuite les mettait en vente. Et on s'est dit que ça pourrait être cool quand même pour un utilisateur, on va dire lambda, de créer son propre NFT, de l'envoyer à son pote ou de le vendre à son pote. Donc voilà, on a mis ça en place. Mais ça c'est formidable. Moi je vous propose quelque chose d'absolument révolutionnaire. Samy, est-ce que tu voudrais pas faire œuvre de tes talents de créateur de NFT remarquable et aller nous pondre quelque chose de magnifique sur l'outil de création de NFT en live? Non, ça te dit pas? Mais après je vais me faire docs. Ah mince. Mais je vais le faire si vous voulez. Bien sûr. Non, parce que c'est l'auteur d'un NFT remarquable qui a été acheté 1 Ether à l'époque sur Rarible, je pense. Il avait fait une démonstration en public et il nous avait fait un dessin des plus artistiques avec un paint, voilà. Je crois qu'il y a eu le même. Il s'est passé la même chose sur FTX avec le paint de SBF. Oui, voilà. Sauf que Sam l'a vendu 80 fois plus cher que le mien ou 100 fois plus cher. Mais ça reste le chef, hein. Je veux te dire, tu vas pas te comparer au plus grand chef, là. Sam, t'es encore avec nous ou pas? J'ai l'impression que l'image a prise. Ah, je pense, sauf s'il ferme les yeux pendant très longtemps, mais... Il en est capable aussi. Ses plus belles envolées lyriques se font en général les yeux fermés. S'il dit quelque chose de profond, il le dit en général les yeux fermés, ce qui lui permet de se concentrer davantage. Ah, peut-être le retour alors. Ah, mais là, il va arriver avec du NFT énervé. Mais ouais, c'était cool parce que on avait créé ce tool parce que je me disais, pareil, tu veux minter un NFT sur Ethereum, ça te coûte globalement $80, alors que sur Ethereum, sur Solana, tu peux le faire beaucoup moins cher. Oui, essayer de reconnecter, mais ça a l'air difficile. C'est dommage parce que moi, j'avais envie d'avoir une œuvre en direct. Et puis, tu sais que les gens se servent de State Finance pour wrapper et unwrapper leur sol. Ils pourraient venir se servir de SonarWatch pour faire des NFT, ce qui n'était absolument pas voulu à la base. Mais ça, tu sais, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire que la plupart des découvertes se font par hasard. Donc, ah, Samy, you're back. Putain, mais ils sont vraiment à l'internet. La fibre, là, les nazes. J'ai les mêmes problèmes à la maison. En plein acte créatif. Alors. Mais oui, et d'ailleurs, on a vu que, du coup, on voit un peu le nombre de NFT qui sont créés. En vrai, il y en a pas mal qui ont été créés avec le tool, donc on voit que ça a fait son petit succès, sa petite réussite. T'es pas obligé de te connecter, tu peux cliquer sur NFT Creator, ça met direct. Ouais, ça t'amène. En fait, c'est vraiment, il faut le voir comme un tool séparé de Sonar. Il a bien fallu le connecter à un wallet à un moment donné, non? Oui, mais c'est sur un autre site et donc du coup tu dois te reconnecter, etc. C'est vraiment un tool qu'on a fait parce que. D'accord, ça renvoie vers un autre, c'est un side project, c'est pas forcément la même. En fait, ça n'avait pas trop de place dans le dashboard ou autre, du coup on n'a pas voulu l'intégrer quelque part et on s'est dit c'est mieux d'avoir un tool un peu en extérieur défini et au moins. Puis comme c'est lié au NFT, c'est un peu différent aussi de la partie tracking donc. Génial, on peut paramétrer le contrat, on peut choisir les royalties sur chaque session en un clic, en une
Ok, attributes. Sur les reventes, là, tu mets une taxe. Alors, non seulement, tu vas venir pourfendre la première personne qui l'achète, et en plus, sur toutes les générations successives, tu vas prendre ta dîme 40%. Ça va, c'est honnête. C'est honnête. La dîme, c'était. Il y a du travail, il y a du dur travail pour créer le NFT quand même. En fait, je vais quand même faire un peu plus d'art signature parce que mettre une simple image, c'est pas le style de la maison. Donc, voilà. Solana. C'est vous. Solanart. Ah, ça existe déjà, ça. C'est déjà, un site. Ah, il y a un beau soleil. Voilà. Ah, je comprends pourquoi ça se vend en Ether. Mais attends. Mais en fait, je travaille la texture, je fais des layers avec les couleurs, par exemple. C'est une technique danoise, c'est très populaire en Suède. Ah oui. Voilà. Non, c'est pas mal. Hop, compléter. Et par contre, ouais, on attend avec impatience qu'il y ait des market cap, des marketplaces NFT un peu plus ouverts à la vente de n'importe quel NFT, parce que malheureusement, avant, on comptait sur Solcy pour nous lister les NFT qui allaient être créés, mais malheureusement, ils ont fermé. Donc, il n'y a pas vraiment de marketplace sur lequel tu peux le vendre moins facilement. Ah, mince. Ouais, ils ont un peu mal géré leur lancement globalement. Donc, je pense qu'ils ont fermé définitivement. Mais il y a l'équivalent d'un standard. C'est pour les NFT Solana, je suppose. Ouais, il y a en fait le standard Metaplex qui est devenu un peu le standard de NFT. Ouais. Et ils sont arrivés assez vite quand même. Parce que du coup au début on avait créé ce tool avant que Metaplex arrive et on a dû l'update pour que ce soit compatible avec Metaplex. Mais ouais, maintenant ils ont ce standard là qui est vraiment le standard, je pense, qui sera installé pour Solana jusqu'à la fin. Donc Ah oui, je vois dans le chat Digital Eyes, et c'est vrai que sur Digital Eyes, je crois que tu peux mettre en vente n'importe quel NFT. Ah mais il est l'heure, hein. T'as pas suffisamment de sol. C'est une petite sécurité. Je comprends pas. J'ai suffisamment de sol. Je rigole pas. Wait. Ah non, ok. J'avais assez pour la TX, mais pas le minimum. Non. Ouais, c'est ça. C'est juste. En fait, pour la petite anecdote, au moment où j'ai commencé le tool, il fallait 10 centimes pour minter le NFT, sauf que le prix du sol a tellement pumpé que maintenant ça coûte 1,85. Et voilà. Génial. Parce qu'en fait, ouais, tu dois créer des pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu plus, tu dois ouvrir certains programmes, tu dois ouvrir certains comptes en fait pour pouvoir créer ton NFT, et donc du coup au final ça revient quand même assez cher. Enfin, 1,85 c'est pas très cher, mais ça reste quand même un assez grand montant comparé à, par exemple, au prix d'une transaction toute bête que tu pourrais avoir. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi quand vous ouvrez des comptes sur toutes les plateformes de DeFi, etc. Ce qu'on vous dit pas forcément, c'est qu'à chaque fois vous payez 10 à 15 centimes de frais en plus, ce qui est pas dit forcément, c'est pas hyper clair. Ouais. Pour créer des comptes, il y a des comptes qui sont obligés d'être créés et qui coûtent un peu plus cher qu'une transaction en fait. Ou par exemple quand vous envoyez un token, il y a 2 transactions à valider, Samy, mais normalement tu vas t'en sortir. Okay. Qu'est-ce que je disais ? Oui, par exemple, si vous envoyez à quelqu'un un token qu'il n'a jamais eu auparavant, vous allez payer une quinzaine de centimes de frais, et ce qui n'est pas forcément marqué sur Phantom. Je trouve ça, ça faut le savoir. Et donc c'est un success. C'est super efficace. J'ai la preview dans mon Phantom. Franchement, le truc fait le taf. Oui, du coup, comme c'est Metaplex compatible, tu le vois directement dans ton wallet Phantom. Bon travail. Franchement, c'est simple, efficace. Wow, génial. En plus, t'as 40% de royalties dessus, donc c'est parfait.
Il n'y a plus qu'à le vendre maintenant. Non, je vais le vendre à un seul. Tu trouveras bien un ami. Ouais, mais Taplex, ils n'ont pas de. Solana, hop là. Non, sur Solana, tu pourras pas. C'était Digital Eyes. Digital Eyes, ouais. Ah oui, Digital Eyes. Solana, il faut être sur une collection. C'est un travail d'équipe, hein. C'est dans le chat qui t'ont aidé. Merci. Non, mais c'est vrai que Solana, il faut soit vendre des badgers, soit vendre des. Ah oui, le fameux badger, j'ai vu que t'en as eu 2, je crois, c'est ça? Non, en fait, j'ai fait un truc de genius. C'est que je me suis dit. Comme souvent. J'ai pas réussi à les minter. Donc, je vais aller en acheter méga early à des gens qui sont week-ends ou qui vont les vendre à un prix que je juge peu cher par rapport à la hype autour du projet, vu que c'est le projet de Solana. J'ai pris des trucs avec des armures de plate, des armures japonaises, des trucs stylés, parce qu'en général, ça, dans la culture du jeu vidéo, c'est toujours mieux que quelqu'un qui a un hoodie ou tu vois une veste de paysan. Et je l'ai pris ça, et je me suis dit, je vais les garder. Et on va voir, je vais choper ça, et puis voilà, quoi. En fait, ça s'est effondré. Et voilà. En fait, je crois que ça s'est effondré d'un coup parce qu'il y a 3-4 mecs qui l'ont mis à 3 sols. Et du coup, tout le monde a pris peur, tout le monde l'a mis à 3 sols et le prix s'est effondré. C'est ça. Non, mais je suspecte. Enfin, après, c'est ça, c'est le prix initial, les premières, le prix que le projet trouve en fait dans ses premières minutes de listing est hyper important. Et ça s'est mal passé. J'avais pris la confiance en fait. Ça se passait bien avec Pascal Boyard. Je me suis dit, j'ai quand même un gène NFT. Je suis assez calé. Moi, apprécier les NFT, c'est mon truc. Je me suis ramassé et puis j'ai pris une belle leçon. Après, j'ai laissé de côté. J'en ai gardé. J'ai acheté un truc. Un singe, voilà. Et je me suis dit, tu t'y touches plus. Et puis voilà. Alors, moi, je suis par exemple le marché des CryptoPunks qui m'échappe, hein, mais j'ai fait un passage assez early dans les CryptoPunks malheureusement et j'en suis sorti. Et donc depuis, je le suis, je sais pas, c'est une forme de curiosité malsaine, comme on regarderait le profil d'une femme qu'on a aimée dans le passé et qui est partie. Et donc moi, cette curiosité malsaine, je l'ai avec les CryptoPunks. Et là, je vous annonce que le floor est en train de remonter parce que le floor était en train de s'effondrer, ce qui me procurait beaucoup de satisfaction. Et le floor des CryptoPunks remonte. En ce moment, aux alentours, il est au-dessus des 100 Ethers alors qu'il était descendu à 75. C'est pas mal la finalité en l'espace de quelques jours. C'est le genre là. Bingo. Boom. Ok. Ouais, donc il précise que c'est une verified. Tiens, c'est intéressant justement de voir ce que ça donne. C'est, ouais, quand vous avez le petit unverified à droite, ça veut dire que c'est un NFT qui a été créé par globalement n'importe qui, et donc parce qu'il y avait énormément de scams aussi sur les badgers et compagnie où des gens créent des faux NFT et essaient de vous les revendre, donc soyez vigilants là-dessus. Ah, je me suis fait scam. Mais oui, toi, Benoît, tu t'es fait saucer sur les. Allez, je vous raconte une histoire de scam. Il a une belle histoire à vous raconter, Benoît. Ouais, je me suis fait scam sur OpenSea, donc c'était pas mal, franchement. J'ai découvert la fonction bundle et à un moment donné, je vois une offre, mais franchement géniale. Alors, je sais plus sur quel projet IP. De toute façon, j'ai décidé de. Rogue Society Bots. Oui, voilà. Je m'en souvenais, Samy, mais bon, puisque t'as envie d'en parler. Et en fait, ils avaient un prix de vente initial qui était un certain prix et je vois le floor et ensuite je mets l'option bundle et je me rends compte que si tu les achètes par 5, en fait, c'est en dessous du floor. Donc, je me suis dit, tiens, on a un tarif de groupe. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand tu fais un bundle sur OpenSea, il suffit de mettre un seul légitime et t'en crées 4 faux et ça te donne l'apparence d'être un bundle de 5 NFT légitimes, tu vois. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, j'ai acheté ça comme un idiot. Et ensuite, j'ai réalisé, mais j'ai pas compris. J'ai fait mon audit. Évidemment, je suis allé un peu vite. Et voilà, j'ai fait une petite formation. C'est le scam sur OpenSea grâce au bundle. Voilà, parce qu'il y avait le scam. Alors, il y a deux types de scams classiques. Ça, c'est à la vente. C'est-à-dire que les gens essayent de vous acheter en mettant des USDC au lieu des Ethers. Bon, ça, c'est un scam très grossier. Mais il y a le bundle scam que je ne connaissais pas et qui a bien marché. Moi, tu te feras plus avoir. Mais ouais, j'avoue, je connaissais. J'étais pas. Non, mais ce qui était marrant, c'est qu'il est venu me voir sur WhatsApp. Il m'a dit, tu les as achetés à combien tes Rogue Society Bots? Je lui ai dit à 0,20 comme tout le monde.
Il m'a dit, moi, à 009. Ah ouais, bravo. Et ouais, mon gars, je suis. Oui, bon, voilà. Et en plus, toi, t'en as minté un rare, Samy. Alors que moi, j'ai minté que de la merde. Ce qui m'a juste permis de me sortir rentable de ce truc, sans plus-value, c'est tout. J'en ai eu un rare qui m'a permis de ne pas sortir à perte, du coup. Sur les trucs que j'ai achetés, c'était pas non plus le punk de l'année, quoi. C'était x5. Où est stocké? Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut faire un NFT à partir d'une photo? Quelqu'un répond oui. Où sont stockées les images? Les images sont stockées sur Arweave. Ah oui, ouais. Metaplex, Solana, c'est SolarWeave, je crois. Enfin, c'est le truc de référence, j'ai l'impression, pour les NFT en ce moment. Ouais, j'ai vu que t'en parlais pas mal, mais ouais, c'est hyper simple en fait pour les développeurs aussi d'aller stocker de la data sur cette blockchain et ça coûte pas très cher. Donc c'est hyper pratique comme technologie. Moi je pensais que c'était plus cher que le standard parce qu'ils te proposaient du coup un accès au fichier pour toujours. Ils avaient un modèle de prédiction. Enfin je sais plus. C'est pas ça? En gros, en fait, par rapport à ce que tu peux avoir sur IPFS avec Filecoin, c'est que t'es jamais sûr que quelqu'un va te le stocker, alors que sur Arweave, l'avantage c'est que c'est stocké dans la blockchain, donc c'est stocké entre guillemets pour toujours, et t'as pas besoin de repayer continuellement. Et en plus, moi j'ai trouvé que les frais, pour stocker une image, c'est aux alentours de 2-3 centimes, quoi. C'est vraiment ridicule comparé au prix que tu peux avoir ou alors peut-être que je suis en train de dire parce que moi en fait j'utilise l'API. J'avoue que ça me semblait bizarre aussi, mais j'utilise l'API de Metaplex et moi il me demande quand je crée mon NFT, il me demande d'envoyer l'équivalent en solde de quelques centimes pour que eux ils s'occupent d'upload sur Arweave. C'est leur API qui s'occupe de faire ça. Et donc j'imagine qu'ils le font pas à leurs frais, peut-être, mais franchement je crois pas. Il y a tellement de NFT qui sont créés que ça leur coûterait trop cher. Et s'ils pourraient se faire spam ou des trucs comme ça. Donc moi de ce que j'ai vu, ça coûtait que quelques centimes pour upload une image. Ah ouais, intéressant. J'essaierai de nous avoir le fin mot de cette histoire. Il y aura un prochain podcast avec le créateur d'Arweave. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi je suis pas non plus hyper calé sur le sujet. Ouais. Ça sera parfait de voir ça du coup. Ouais. Bon, j'ai une question. J'ai une question. J'ai quand même. C'est comment vous faites pour rester à jour sur tout ce qui sort? Et est-ce que vous avez des endroits justement où vous regardez moi, je sais que je suis par exemple Défilama qui se liste par TVL souvent, mais c'est pas forcément les plus à jour non plus parce que est-ce qu'il y a des comment vous faites pour rester à jour et tout lister chez vous? Il y a plusieurs, on va dire, façons. Twitter, c'est vraiment un média qu'on utilise énormément pour ça. C'est globalement le crypto space sur Twitter, c'est ultra important. Et du coup, on essaie de voir un peu ce qui sort, ce qui est mis en avant aussi des fois par des personnes qui sont assez connues dans l'écosystème. Et après, il y a aussi notre source intarissable d'informations qui sont nos utilisateurs directs, vu que souvent on a des demandes en direct en fait sur Discord. Ils me disent il y a cette nouvelle pool qui est sortie, il y a ce nouveau projet, est-ce que vous allez l'intégrer? Du coup si potentiellement on l'avait pas encore vu, on n'était pas au courant, ça arrive moins souvent quand même, mais ça peut arriver. Et des fois c'est possible qu'on loupe des pools qui ont été créés sur une plateforme. Dans ces cas-là en fait on se base sur l'information de l'utilisateur, du fait qu'il nous l'a ramené, on vérifie avec le projet, on l'ajoute sur la plateforme et ensuite c'est bon. Donc globalement c'est les utilisateurs et Twitter quoi. C'est la communauté. Ouais, c'est la communauté. Ouais. Et ensuite, j'ai une autre question qui. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. On aimerait bien. Ça me fait plaisir qu'il y ait un leaderboard. Oui, ça clairement, c'est en fait toute la partie analytique et information sur l'écosystème. En fait, c'est des informations qu'on a déjà, qu'on stocke déjà en fait. Donc, il suffit juste d'en faire quelque chose, juste entre guillemets. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on veut faire aussi. Mais bon, il y a vraiment pas mal de boulot et la V2 va être, je pense, très très cool. Donc la V2 qui va venir, je pense, d'ici fin d'année, va être, je pense, très très cool pour les utilisateurs. Donc ouais, on veut ajouter ça. Samy, regarde bien, tu vérifies bien si ton NFT il s'en va ou il s'en va pas. Hein. Si jamais il y a des acquéreurs, faut célébrer ça, attention. Aucun acquéreur, je vous rassure. C'est bien, mais je vous félicite. Si, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté, non?
Je viens de refresh, j'ai vu que. Oh. Eh oui, Samy roi du pétrole. Je crois que tu viens de gagner un sol. Non, je le vois pas dans ma balance. Il faut que tu ailles sans doute aller récupérer. Valider peut-être le. Tu dois aller récupérer ton sol. Si tu retournes sur Digitalize. En fait, il va pas atterrir directement. Qui l'a acheté encore? Il y a des gens éduqués, il y a des gens très éduqués, il y a des vrais amateurs d'art. Moi, je les félicite et ils auront raison. Ce que tu devrais t'engager à faire pour que ce soit sympa, c'est le racheter dans quelques années plus cher. Ou tu le rachètes un sol dans quelques années. Ouais, non, d'ici là, il vaudra des centaines de sols. Oui, c'est ce qu'il faut souhaiter. Attends, mais c'est Machiavelli, apparemment. Tu vois, regarde, t'as procuré un moment d'émotion à quelqu'un, mais ça, c'est beau. Ah, ça me touche beaucoup. Alors, je regarde. Oui, j'ai un sol. Merci. Insolent. Et si d'ailleurs vous en aviez vraiment besoin ou autre, je peux vous le rendre. Hein. Faut toujours investir une partie limitée de son capital sur ses œuvres. C'est toujours un prix symbolique. Un Ether, un sol. J'aurais peut-être dû mettre 10 sols. La prochaine fois, tu vendras un bitcoin et ça sera. Voilà. Sur RGB ou je sais plus quoi, Liquid. RGB, voilà. Alors là, si tu le vends par contre, Samy, là, je comprends plus rien. Comme dis toi, je comprends plus. Et ensuite, moi, j'avais une question parfaitement hors sujet, mais qui m'intéressait. Vous avez regardé les dernières IDO. Qu'est-ce que vous pensez de Parrot? En ce moment, il y a une IDO qui traîne sur Parrot. Il y avait eu la levée de fonds de Mango. Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste de l'écosystème Solana, mais je crois que j'en ai entendu que des bons échos. Donc, est-ce que vous avez des avis? Mango, c'est encore un exemple d'un projet qui a d'abord fait un produit fini et qui ensuite a sorti son token. Donc, et je pense que c'était les premiers à faire une IDO directement, enfin eux-mêmes en quelque sorte directement sur leur site avec un système de lock pendant un certain temps, enfin de deposit qui fait varier le prix du token. Donc c'était un peu nouveau, ça a fait pas mal de buzz parce que il y a eu un montant, je pense qu'on est monté à plus de 500 millions du SDC qui ont été déposés pour l'IDO, donc c'était assez énorme. Et en fait il y a eu un peu de buzz parce 500 millions, ça me paraît énorme. 500 millions, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des énormes des whales qui ont parce que tu avais la possibilité en fait de sortir ton capital. Tu avais en gros une période pendant laquelle tu pouvais déposer et ensuite une période pendant laquelle c'était lock et tu pouvais juste retirer si tu voulais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens en fait ont mis énormément de sous et ensuite ont potentiellement retiré, ce qui a fait pas mal varier le prix. Donc je pense qu'il y a eu des essais de manipulation, on va dire, de prix. Ouais, voilà. Mais c'était intéressant à voir, c'était les premiers à le faire et je pense que ça a été fait de manière assez propre quand même. Je pense que je vais. Mais là, c'est fait de façon. Ouais, de partager mon écran. En fait, c'est exactement la même chose sur Parrot, où là, en fait, donc il y a eu une seule période dans laquelle on pouvait mettre ses USDC pour venir acheter du token. Et donc, il y a 192 millions qui ont été déposés. Et maintenant, donc, il y a la grace période qui est 24 heures. Et donc, c'est 24 heures durant lesquelles vous pouvez retirer vos fonds si finalement vous ne souhaitez plus faire partie de l'IDO. Et du coup, le prix du token dépend en fait de combien va rester dans la pool. Et moi, honnêtement, je pense qu'il va se passer un petit peu la même chose que ce qui s'est passé sur Mango. C'est que là, je ne pense pas que les 192 millions vont rester. Je pense qu'une bonne partie, peut-être qu'il y a des big whales qui ont mis quelques millions et qui vont les retirer au dernier moment. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait leur apporter de faire ça, mais je pense pas que ça va rester à ce prix-là. C'est quand même dingue, 192 millions levés pour un accès. Et c'est parfait. Et c'est parfaitement ça n'a aucun putain de sens. Non, mais au bout d'un moment, ces enchères, c'est n'importe quoi. J'adore, c'est un super produit, j'entends que du bien de Parrot et tout. Mais au bout d'un moment, c'est plus Parrot, là, c'est Carbot. Tu fais quoi avec 200 M? Tu fais plus un agrégateur, tu construis une fusée, tu ouvres un labo de nanotech, je sais pas. Je sais pas combien ils ont eu Mango au final, parce que vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la toute fin, je veux pas dire il y a plus rien, mais pratiquement, en fait, il y a vraiment énormément qui sont retirés. Je sais pas avec combien ils ont fini Mango après la fin de
la grace period du coup, mais là je vois qu'ils ont un second round en plus, Parrot. Oui, il y a un second round normalement qui va s'enchaîner juste après, c'est-à-dire que là, ils distribuent. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même moi, ce qui me laisse dubitatif, c'est que c'est des valorisations qui sont quand même assez importantes, puisque là, on distribue 8% de la supply pour pas loin de 200 millions. Je suis assez impressionné. Moi, je vous recommande, si jamais vous arrivez à faire quelque chose comme ça, vous aurez peut-être même plus besoin de développer le produit derrière. C'est quand même pratique, ça résout tout d'un coup. Non, mais clairement, les 192 millions là vont pas rester. C'est comme les 500 millions qu'il y avait sur Mango. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu 70 millions à la fin pour Mango. J'avais pas l'info. Ce qui est quand même énorme. Et pour Minijet, ils ont justement prolongé le dépôt pour la première IDO au vu des problèmes qu'il y a eu sur le réseau Solana. Ils se sont dit on va pas se faire squeezer tout un potentiel déposit sur notre IDO. Du coup, ils l'ont prolongé, je pense, d'une journée supplémentaire. Enfin là, c'est fini, mais. Mais je crois qu'en suivant, il y aura la seconde phase pour les 2% restants. Je sais pas quel est l'intérêt de le faire en 2 étapes, très honnêtement. Et voilà. Et ensuite, vous voyez de l'usage, parce que moi, je crois qu'il y avait quand même pas mal de liquidités, non, sur Parrot. C'est le PRT Sol, non? Ouais, ils ont beaucoup de tokens. Enfin, il faut vraiment il faut suivre. Même moi, parfois, j'ai du mal à suivre. Mais en gros, donc il y a le PRT du coup, qui va être le token là qui va être lancé via l'IDO. Vous avez le PRT Sol, qui est en fait un sol que vous pouvez staker. En fait, vous pouvez staker votre sol sur la plateforme de Parrot et ils vont vous donner en échange un PRT sol qui aura quasiment la même valeur, sauf que en fait, il va vous générer du rendement puisque le PRT, le sol que vous avez mis dans Parrot, il va être stacké dans les validateurs et vous allez récupérer des rewards par rapport à ça. Donc il y a le PRT sol qui est qui est ça, mais sinon vous avez un petit peu, et vous avez aussi le paille qui est finalement le stablecoin. C'est ça, le stablecoin. Donc vous avez le PRT sol, le paille et du coup le PRT qui est en train de sortir. Donc il faut quand même suivre parce que vous avez aussi le ST sol qui est un petit peu pareil que le PRT sol mais sur notre plateforme. Mais sinon, par contre, les liquidités sur Parrot sont assez importantes aussi. Ça, on est en dessous de Saber, mais on est quand même sur des liquidités qui sont plutôt. Mais oui, en plus, j'oublie. C'est-à-dire que sur Parrot, vous pouvez aussi stacker par au-dessus de Saber. C'est-à-dire que vous mettez votre argent dans les pools Saber et vous allez stacker votre LP sur Parrot, qui va prendre votre LP, qui va le mettre dans une farm Saber. Et donc, vous allez générer des rendements Parrot. Et les rendements, les rendements Parrot et les rendements Saber. Ça, j'ai pas encore essayé cette folie, mais j'essayerai sans doute. En fait, c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des rendements assez forts. Et donc là, du coup, avec leur sortie token, vous allez aussi du coup générer des rendements avec le token Parrot. Donc c'est assez. Faut faire attention, faut bien lire, faut bien regarder. Après, dans tous les cas, vos fonds ils sont toujours là et vous pouvez les reswapper quand vous voulez. C'est des sensations crypto. Voilà, c'est ça. Alors moi, je me souviens que ma toute première expérience avec la DeFi, quand je débutais vraiment, que j'avais fait d'ailleurs sur Ethereum, avec CRV et les YYCRV que j'avais mis dans des vaults de Yard Finance, mes CRV s'étaient transformés en YCRV, je les avais mis dans une autre folie, où ça s'était transformé en YYCRV, et je me souviens que pour faire le côté de ta gueule, c'est chez lui. Oui, et ensuite il fallait faire le retour. Donc c'était un enfer sur terre et à la fin, quand j'ai compté les morts sur Ethereum, il y a eu plus de morts que de gains, hein. C'est-à-dire que les frais, je me suis fait tabasser de 500 balles de frais. J'ai fait la finance décentralisée, ça a l'air bien, mais ça tape, tu vois. Là, l'avantage, c'est que finalement, tu peux tester la finance décentralisée sans rien comprendre. Ça, c'est important parce qu'en général, on arrive comme ça et avec 10 balles, tu vois, tu fais un aller, un retour, tu vois ce qui se passe. Moi, l'aller-retour, la gifle que j'ai pris l'endroit et le revers sur Ether, ça m'a calmé. Et donc, voilà. Parce que moi, c'est tellement complexe qu'à part l'usage, je vois pas trop de façon de faire. Et j'ai pas fait encore le combo, justement, Parrot, Saber, et pourquoi pas derrière Solfarm. Parce qu'en général, ce sont des applications décentralisées qui se combinent, et tout ça, venir le monitorer chez vous, bien sûr. Exact. Tout à fait. Avec grand plaisir.
Ah bah ok, moi, j'ai bien aimé cette petite exploration de l'app. De toute façon, il y avait le lien qui a été affiché en début d'émission. Si jamais il y en a qui veulent tester ce Yield Watcher, moi en tout cas j'approuve, je recommande. Et on aura clairement l'occasion de faire le point sur l'application d'ici quelques mois pour voir quelles ont été les nouvelles features, s'il y a un token ou pas dans les 3 prochains mois, etc., etc. Mais en tout cas, c'est assez bien parti. Avec grand plaisir. Ouais. Bon, c'était hyper intéressant. Voilà. Voilà, on rentre dans le format, la phrase classique. Je remercie tout le monde dans le chat pour votre présence, vos commentaires, votre bienveillance, les modérateurs aussi, nos invités, Olivier, Guillaume et Benoît. Benoît, pour ton enthousiasme, ta présence, tes commentaires pertinents. Et impertinents parfois. Non, très bien, c'était super. Est-ce qu'on vous verra à la conférence Solana en novembre? On nous verra pas, enfin nous on y sera, mais on sera pas on stage, on fera pas de. Ah mais vous y serez, c'est-à-dire vous y serez. Oui, on y sera, ouais. Ah bah super. Il faut finaliser toute cette histoire et puis aussi avec le Covid, s'il y a pas d'annulation, mais on est prêt, c'est sûr qu'on va essayer d'y aller. Super les gars. Bah écoutez, merci à tous. Faites très attention et puis voilà, que la crypto soit avec vous. Merci à toi Samy et bonne soirée.